il y a eu un phénomène qui fait que pourquoi est-ce qu'on va vendre des collants qui sont solides puisque les femmes ne vont pas en racheter ? Et donc les producteurs... C'est pas une légende, ça. Non, c'est pas du tout une légende. Je sais que souvent ça choque un petit peu, mais c'est pas du tout une légende. Et les industriels se disent, en fait, on va ajouter des additifs dans les collants de manière à ce que ça puisse se filer plus rapidement et donc forcer le réachat. C'est vraiment, on force le réachat. C'est de l'obsolescence pas programmée, c'est vraiment programmé réfléchi. Plus. Ah oui. Mais en réalité, ça s'est passé dans beaucoup de domaines, dans beaucoup d'industries. Ouais. C'est ce que tu allais dire. Oui. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Panier qui est une fois de plus filmé. Donc je vous salue chers auditrices, chers auditeurs, mais aussi chères spectatrices et spectateurs. J'ai l'immense plaisir de recevoir Déborah Elbaz, qui est la cofondatrice à une époque, maintenant la fondatrice, on va dire, la CEO de Yad, qui est une marque de lingerie qui révolutionne un peu ce milieu, tu m'en diras un peu plus dans un instant, et que vous pouvez retrouver sur Yade, Y-A-D-E, yad-paris.fr. Salut Déborah, ça va ? Salut, ouais, merci pour l'invitation. Merci à toi. Je te l'ai pas dit avant qu'on lance l'enregistrement, mais garde la même force que tu avais dans les échanges qu'on a eu avant. On parlait de l'avenir du travail, des changements générationnels qui s'opèrent avec une balance beaucoup plus équilibrée entre le pro et le perso, qui n'est pas pour nous déplaire à tous, puisque c'est important et que le mode de travail qu'on a eu dans les années 80, 90, 2000 peut-être, en tout cas moi j'ai commencé à bosser en 2000. Il fallait tout donner, la vie perso on s'en foutait. Aujourd'hui on a des jeunes générations, je parle comme un vieux, toi t'es toute jeune, mais qui respectent mieux et en tout cas demandent plus de respect de cet équilibre et c'est très bien. Mais t'es meilleur en pro si dans ton perso si ton équilibre est respecté, ouais, tout à fait. Oui. Après tu peux sprinter à des moments. C'est une histoire d'équilibre, je pense. Mais on parlera pas de ça aujourd'hui. En tout cas, pas aujourd'hui. On va parler de pas mal de choses. Alors, il y a un détail de ton histoire que je trouve hyper intéressant et qui peut vous inspirer, chères auditrices, chers auditeurs. C'est comment créer un réseau quand on connaît personne dans un univers ou dans une verticale. T'as créé un club, le Club Dauphine. J'ai vu 80 000 alumni ou 8 000 Non, 80 000, c'est ça. C'est le réseau dauphinois. En gros, c'est toutes les personnes qui ont fait Dauphine, qui ont été diplômées, qui sont sur le marché du travail aujourd'hui. On parlera de ça dans quelques instants. Je trouve que c'est un détail important et qui peut en inspirer certaines. On parlera de résilience, de formation, d'apprentissage, puisque Yad a eu plusieurs vies. Yad est pas mort, mais a été mis en stand-by pendant quelques mois parce que ça marchait pas. Et tu es devenue une experte inconditionnelle d'acquisition, de croissance de Shopify pour relancer la marque. Tu me raconteras comment et pourquoi. On parlera aussi de couper ou réduire en tout cas l'acquisition, puisque ton coach Romain, c'est ça, ouais. le fondateur de Bergamote. Ton coach t'a fait une remarque qui t'a fait réfléchir et qui a changé un peu ta stratégie. Tu me raconteras comment, pourquoi, quelles conséquences tu as eu quand tu as coupé ou ralenti en tout cas tes investissements publicitaires. On pourra faire un petit détour par la production. Comment est-ce qu'on lance une marque de lingerie quand on n'en a jamais fait de sa vie, ou trouver des producteurs. Comment est-ce qu'on dessine des produits. Enfin bref, tu me raconteras quoi. La relation avec eux, justement. Et la relation avec eux. Ça nous fait tout un programme. Bienvenue. Merci. Et avant tout, peut-être un grand merci à Thomas de Email Club, Thomas Pédegaille, qui a permis cette intro. Il m'a dit, je crois que tu connais pas Déborah, il faut que tu la reçoives. Elle a une histoire assez hallucinante à raconter et plein d'apprentissage. Bienvenue. Donc, étudiante à Dauphine, ouais. Et intéressée par le luxe. Exactement.
passionnée par le secteur à l'époque. Un secteur où tu connais pas grand monde. Zéro réseau. Et donc, à ce moment-là, je me pose la question et je me dis, j'ai envie de bosser dans ce secteur-là. Je connais personne. J'ai pas d'expérience sur mon CV. Comment on va faire? Et donc, à ce moment-là, je me dis, il y a plein d'étudiants qui sont dans mon cas, qui veulent travailler dans le secteur du luxe, qui aiment ce secteur-là, mais qui connaissent personne. Qui mieux que des personnes qui ont fait les mêmes études que toi, qui sont passées par ce que tu traverses, pour t'orienter et t'aider aussi. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, je vais créer un club. Trop bien. Au départ, je voulais créer une association étudiante, mais on m'a dit que c'était pas possible parce que je sais plus quelle raison. Donc, je me suis orientée vers le réseau Alumni de Dauphine. Alumni, c'est les anciens, pardon. Exactement. C'est évident. Non, c'est ça, ouais. Les anciens étudiants. Et à ce moment-là, on m'a dit aussi que ce n'était pas possible parce que je n'étais pas encore alumni. Ce qui paraissait logique. Et que ça devait être une initiative de quelqu'un qui était alumni. T'es pas un alumni, un ancien de l'école, un ancien de Dauphine, pardon. Ouais. Et donc, je me suis dit, mais l'idée, elle est trop bien, vous pensez pas, il y a tellement de gens à Dauphine qui finissent par bosser dans le secteur du luxe, c'est dommage qu'on n'ait pas un club, parce qu'il y avait un club finance, un club, tous les clubs possibles et inimaginables, mais pas un club luxe. J'ai dit, c'est trop dommage qu'on n'ait pas un club quand même qui porte ce sujet-là. Ils m'ont dit oui, mais bon, tu n'es pas alumni. C'était vraiment le Graal, quoi, d'être alumni à Dauphine. Et donc, j'ai dit, OK, je vais aller chercher des alumni et on va revenir en force. Et donc, du coup, je monte un bureau d'anciens qui sont passés par Dauphine. Je leur envoie un mail. C'est à ce moment-là où, en fait, je comprends la puissance, mais aussi la bienveillance du réseau. En fait, quand tu demandes un petit peu d'aide, les gens, ils sont trop chauds pour t'aider. Et je savais pas ça, moi, à l'époque. Et donc, je rencontre... C'est très, très vrai. Alors, ça a été très, très vrai dans ton cas. C'est très vrai dans l'entrepreneuriat de manière générale. Complètement. Les entrepreneurs aiment aider les autres entrepreneurs. Exactement. Parce qu'on sait tous à quel point c'est une galère d'entreprendre. C'est ça, de transmettre, d'aider, de pouvoir faire gagner du temps à quelqu'un qui est dans une situation que tu as déjà connue avant. Et donc, je rencontre des personnes qui sont à des postes waouh, tu vois, directeur à l'époque de Chanel Parfum Beauté, de Vanessa Bruno. Il y avait plein de personnes comme ça. Et je leur dis, vous voulez pas m'aider? Parce que si je monte un bureau avec vous, c'est sûr que ça va passer. Ils m'ont dit, OK, j'adore l'initiative, c'est super. C'était des anciens de Dauphine. Ouais, okay. Des anciens de Dauphine, qui avaient déjà une belle carrière, des belles avancées, mais qui me disent, c'est trop bien comme initiative. Moi, j'aimerais bien renouer avec Dauphine, justement. C'est vrai que Dauphine, ça reste quand même une bonne école, mais on n'en entend pas parler. En fait, à l'époque, tu vois, tous les réseaux, ESSEC, HEC, ils avaient, tu vois, en termes... Ouais, t'as des grilles, t'es dans les grilles. Oui, ouais. En termes de réseau, c'était un truc de ouf, et Dauphine, non. Et donc, ils me disent, c'est trop bien. Donc, je leur dis, OK, je compte sur vous, vous êtes dans mon bureau. Ils me disent, OK, donc j'arrive avec une liste, je crois que j'avais eu 10 ou 15 personnes. Et je leur dis, là, vous pouvez pas me dire non, franchement, c'est quand même génial. Et ils m'ont dit, OK. Et donc, on s'est lancé. Donc, on a co-créé ce club avec une étudiante à l'époque qui s'appelle Amélie. Et on s'est lancé. Et ensuite, donc il y avait un bureau d'anciens. Et j'ai créé le bureau étudiant pour justement, en fait, le but, c'était de créer des synergies entre les deux. Ou pas, ou des synergies que entre alumni ou que entre étudiants, mais en tout cas de créer des synergies. Et on a créé nos premiers événements, on a fait une inauguration, il a fallu chercher des sponsors, on n'avait pas d'argent, donc c'était que des personnes qui allaient offrir en fait. Donc on a trouvé un traiteur à l'époque, je me souviens plus de leur nom, mais c'était trop gentil, c'était super bon. On a trouvé pas mal de personnes. Il y avait eu des personnes qui sont venues pitcher, c'était trop bien. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai dit mais c'est trop bien. En fait, je suis en train d'entreprendre finalement. Alors avec pas de moyens et bien sûr, t'as pas la dimension financière parce que c'est associatif. Donc t'enlèves ce côté-là un peu stressant. Tu dois terminer à l'équilibre. Oui, bien sûr, mais c'est pas ton argent plus perso, stressant. Ouais. Et en fait, t'as pas d'argent tout court. C'est vraiment le jeu du troc, quoi. Qui va offrir quoi, à quel moment. Et avec, tu vois, ton réseau, ton machin, à la fin, t'as du champagne Veuve Clicquot, des trucs, c'est trop cool. Non, mais là, le maître mot, je pense, c'est... Alors, t'es pas parisienne. Non.
Je suis savoyarde. Savoyarde, d'Aix-les-Bains. Le maître mot, c'est comment créer ton réseau sur Exact. une verticale, un secteur qui t'intéresse et quand tu connais personne. Comment accélérer en tout cas, parce que c'est facile de faire des rencontres. Mais là, tu as une belle excuse, un tampon qui est j'ai un club, le club luxe de Dauphine Alumni, qui permet d'accélérer ce réseau que tu as créé à Paris. Exactement. Et donc, on crée des événements et fil en aiguille, je commence à rencontrer des personnes. Et je dirais que la conclusion de cette première expérience entrepreneuriale, elle a été double. La première, ça a été de comprendre l'impact que le réseau pouvait avoir sur plein de choses, que ce soit l'accès à des postes ou autres auxquels tu pouvais pas prétendre avant, que ce soit même le fait de répondre à des questions que tu te posais et auxquelles personne ne pouvait avoir la réponse. Donc, ça, première chose qui m'a fait intégrer le groupe LVMH à l'époque. Et ensuite, de l'autre côté, ça m'a fait comprendre que j'adorais trop entreprendre. J'aimais créer, en fait. Un autre moyen que j'ai vu autour de moi, c'est la création de podcasts. Des jeunes qui sortaient d'études et qui m'ont dit, j'ai lancé un podcast justement pour rencontrer. Trop je veux être, je sais pas, directeur marketing un jour, genre dans l'industrie du transport. Et ben, si, c'est sexy. Et donc, ils ont créé un podcast sur le sujet pour rencontrer. Voilà. C'est génial. Trop bonne idée. Ouais. Bon, je referme cette parenthèse, mais j'espère qu'elle pour les plus jeunes, ou en tout cas ceux qui voudraient entreprendre et sans réseau, qu'elle vous inspire. Donc, ça t'a prouvé deux choses. Ça t'a montré que tu voulais entreprendre, surtout, principalement. Ça m'a convaincue. Ouais. Je pense que je l'ai toujours su, mais là, j'étais vraiment... c'était certain. Et donc, première expérience dans le luxe. 2 ans chez LVMH. Stage, alternance ou les deux. Boulot. Ok. Les deux. Stage pendant 1 an chez Dior au parfum et après apprentissage chez Chaumet, toujours au market. Je suis toujours restée au market. Développement, opérationnel. J'ai fait un petit peu des deux. Bon, tu rentres dans une maison hyper structurée. Ça n'a rien à voir avec le monde start-up, mais franchement, en 2 ans, j'ai appris une tonne. C'était trop bien. C'était un monde complètement différent, par contre. Rien à voir. Et comment tu tombes chez Yad ? Eh bien, écoute, je termine Dauphine. Je termine mon apprentissage. Je suis toujours convaincue que j'ai envie de créer quelque chose. Je ne sais pas encore quoi. Je rencontre Yael, mon ancienne associée. Donc, Yad, c'est pour Yael et Déborah. C'est la contraction des 2 prénoms. Et on sait qu'on doit s'associer parce que... on a l'air, à l'époque on se connaissait pas très bien, mais on a l'air d'être complémentaires. Et on cherche un sujet. Au départ, on s'est dit, on va aller vers la food. On essaye, on sent que en fait, c'est pas trop un secteur qu'on peut maîtriser. Et ensuite, en fait, on cherche un problème qu'on a toutes les deux. On tombe sur les collants. On se dit, mais en fait, c'est un problème que tout le monde a. Toutes les femmes portent des collants, toutes n'en sont pas du tout satisfaites. Sur le marché, on a des compétiteurs, mais qui répondent pas vraiment à ce problème. Et on se dit, allez, go, on y va. Et en plus, sur le digital, parce qu'il y a personne. Donc voilà, c'était... on essayait de combiner tous ces sujets. Tu te fais accompagner à cette époque ? Non. Donc c'est toutes les deux avec Yael. Je regrette d'ailleurs. Tu cherches pain points. Okay. Vous avez fait une étude ensuite, Bien sûr, oui, on a fait plein d'études, que ce soit chiffré, quali, quanti. On a essayé d'utiliser un petit peu ce qu'on avait appris pendant nos études. Tu vois, on n'avait pas du tout appris ni le monde digital ni la production. Alors on s'est dit bon, on va tout ce qu'on a appris sur les chiffres, on va essayer de le ressortir. Et voilà, on s'est rendu... Enfin, et c'était encore plus évident qu'il y avait un trou sur le marché, et encore plus avec la croissance des DNVB à l'époque, c'était l'essor de toutes ces marques. On entendait énormément parler du slip français. Enfin, toutes les marques qui se sont créées à ce moment-là, c'était assez évident qu'il y avait en tout cas une opportunité. Alors, on l'a pas présenté, donc je te laisse le faire avec tes mots. C'est quoi Yad ? Alors, Yad, du moins, ce qu'on essaie de faire avec Yad, c'est qu'on révolutionne le monde de la lingerie. On crée des articles de lingerie qui sont performants, confortables et sublimateurs. Et le point sublimateur, c'est un point qui me tient très, très, très à cœur. Ça veut dire quoi, sublimateur ? Sublimateur, c'est qui te fait prendre confiance en toi, qui te rend belle. Ça veut pas dire que t'es pas belle sans, mais c'est des articles qui, quand tu vas les mettre, tu vas te sentir tellement bien et ça va tellement te mettre en valeur que à la fin, t'as
t'as plus confiance. C'est un booster de confiance. Un booster de confiance, Ouais, ok. parce que à l'inverse, t'as des articles de lingerie que tu portes et t'es tellement pas bien dedans, ça te sert, c'est une horreur. Personne les voit, mais toi tu le sais. Tu peux pas être en confiance dans ta journée. C'est vraiment, je t'assure que c'est techniquement pas possible. Et d'ailleurs, on a fait des études sur ça, sur l'impact que pouvait avoir la lingerie sur la confiance en soi, et il est énorme. Et il y a un rapport de cause à effet qui est évident. Et ça, c'est le positionnement dès le départ, cette promesse? Non. Donc ça a évolué. Avec Oui, Yael, bien c'est sûr. pas encore le cas. Hein. Non. Oui. Ok, donc ça, c'était l'avance rapide. Mais on va y revenir. Donc vous identifiez un pain point que vous rencontrez tous les deux, les collants. Oui. Et ça, c'est le point de départ des études. Et vous vous dites, bon, il y a une place à prendre, il y a un truc à faire. Exactement. Tu m'as dit que 95% des femmes portent des collants, c'est ça? Exact. Et il y a une saisonnalité en plus, non? Ah ouais, énorme. Tu portes des collants quand il fait froid. Donc là, en ce moment, il fait très chaud, donc personne n'en porte. Donc la saisonnalité est énorme, ce qui veut dire que nécessairement, tu dois avoir d'autres produits. Donc si tu regardes par exemple Calzedonia, ils ont vraiment deux niches. Ils ont les collants et quand il fait chaud, ils ont les maillots. Donc ils ont les deux. Nous, on pouvait pas faire les deux en même temps, vraiment, déjà parce qu'on connaissait rien à la prod. Il fallait déjà se focus sur un produit et bien le faire, donc on a commencé par les collants. C'est assez technique comme produit, non? Hyper technique. On dirait pas comme ça, mais c'est hyper technique. Il y a, je sais pas, peut-être... C'est une maille ultra fine, ça se déchire facilement. Enfin, mais il y a 5 ou 6 étapes pour construire un collant. Plus le choix de la fibre en amont, qui peut être combiné. Donc, tu peux avoir des choix de différentes fibres que tu décides de mettre ensemble. Et après, tu as le tricotage, tu as l'apprêtage, tu as le repassage, tu as la teinture entre-temps. Enfin, c'est... Ok, t'es pas issu de ce milieu. Pas du tout. T'as vendu des parfums chez Dior et puis des bagues chez Chaumet. Comment on rentre dans le milieu? Comment est-ce qu'on apprend? Donc vous choisissez, vous avez identifié le pain point, vous avez fait vos études, vous vous dites bon, il y a un truc à faire. Il y a un marché, 15% des femmes, donc ça fait, on est quoi? Il y a 25 millions de femmes en France qui portent des collants. Comment on commence? Par où on prend le bout? Par où on prend le fil? Tiens. Eh bien, alors, à l'époque, j'ai eu la chance d'avoir une amie qui connaissait un revendeur de collants, je sais pas, un grossiste, mais en tout cas, il produisait en Italie. Donc, c'est lui qui nous a mis le pied à l'étrier à l'époque. Eux, c'était plus grande distrib, ils produisaient pour Carrefour, etc. Et ils avaient leur entrepôt, je crois que c'était à Aubervilliers. Et donc, on allait les voir et ils nous ont tout expliqué sur ce que c'était les collants, etc. Et après, de fil en aiguille, donc ça, au départ, on a commencé avec eux, c'est eux qui lançaient les prods. Donc nous, au départ, on laissait faire. Okay. Donc on maîtrisait pas vraiment le métier. Et je pense que c'est ça qui a fait aussi que à la fin, ça fonctionnait pas trop. Tu maîtrises pas le métier, tu maîtrises pas en plus la marge. Tu maîtrises pas la marge, tu maîtrises pas la technique. Mais au départ, c'était tellement... T'avais l'impression que tout début, lorsque toutes les DNVB se sont créées, bien sûr que le produit c'était important, mais je le savais, mais j'avais mis plus d'énergie dans le market, l'image, etc. parce que je me disais que de toutes les façons le produit allait être bien fait puisque je passais par des professionnels. Et c'est là où, franchement, c'était ma première erreur. Ok, intéressant. Avec Yael, poser une plateforme, un positionnement où ça se fait assez rapidement, ça se fait... On réfléchit quand même pas mal dessus. On se dit à l'époque, et c'est drôle parce que c'est aussi devenu un de mes coachs, on voulait être un peu le easy peasy des collants. Okay. Et Quentin, le fondateur de Easy Peasy, est devenu mon coach grâce au réseau Entreprendre. Après, c'est fou. T'es rentré au réseau Entreprendre. Ouais. Ok. Et donc on voulait être une marque jeune, dynamique, sympa, accessible, cool. C'était la plateforme de marque. On a changé peut-être 4 fois de logo. Quand tu vois la différence entre tous les logos, tu te dis, mais vous avez eu, comme tu dis, plusieurs vies. Et donc, vous lancez quelques mois plus tard, on est en septembre 2019, plutôt en mode bricolage. C'est un apprentissage. Oui. Tu as dit que ta première erreur, c'était de ne pas avoir maîtrisé la chaîne de prod, la chaîne de valeur. Les autres erreurs. Si t'as dit première, c'est qu'il y en a d'autres. Ah bah bien sûr, mais heureusement qu'elles étaient là d'ailleurs, ces erreurs. Mais on a... le digital, en fait, tout ce qui était important, on le maîtrisait pas. Donc, la prod, on maîtrisait pas. Je savais pas faire un site internet. Facebook Ads et toutes les méthodes d'acquisition, je maîtrisais pas. En fait, je maîtrisais juste la partie image de marque et marketing parce que c'est ce que j'avais appris à Dauphine et ce que j'avais fait plus ou moins chez Dior. Mais bon, le reste... Mais on peut lancer une boîte sans tout maîtriser, il faut savoir bien s'entourer. Est-ce que, tu vois, avec le recul, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Ou maîtriser au moins un des... Mais avec le recul,
je serais pas restée dans ma bulle. En fait, il y avait plein de... Enfin, on est à Paris, il y a plein d'accélérateurs, il y a des incubateurs, il y a des coworking, il y a tellement de choses possibles pour pouvoir rencontrer du monde et des personnes qui font la même chose que toi. Et on a mis un petit moment. Après, on a été chez Willa, qui est un... Tu peux présenter Willa ? Willa, c'est un incubateur accélérateur pour les entreprises qui sont cofondées au moins par une femme. Donc, pour mettre en avant l'entrepreneuriat féminin. Tu peux avoir des hommes aussi en cofondateur. Hein. On n'exclut pas les hommes, mais il faut qu'il y ait au moins une femme. Et en fait, c'était trop bien parce qu'à ce moment-là, on a enfin rencontré des gens. Et ce moment-là, c'est game changer. En fait, tu discutes et tu peux avoir une discussion avec une personne en 1 seconde qui va t'ouvrir des portes, qui va te connecter. Et puis, tu partages les mêmes galères. Je pense vraiment, il faut pas rester dans sa chambre au début, il faut sortir. C'est trop obligatoire. Ouais, rencontrer, s'entourer, parler, échanger, ne pas attendre trop longtemps, ne pas trop protéger son idée aussi. Enfin, ce que je veux dire, et je le dis assez souvent, mais une idée, ça vaut pas grand-chose. Non, non. On n'avait pas trop peur de ça parce que. Oui, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui en ont peur et qui refusent de t'en parler. Ouais, il y a tellement d'étapes entre l'idée et la concrétisation de l'idée et le fait que ça marche que franchement. Oui, et il y a tellement de hasard. Alors, tu m'en parleras un peu plus tard, mais parler de ton idée à quelqu'un qui dit non, je peux pas t'aider, mais en revanche, je connais telle personne. Ouais. Et par rebond, c'est comme ça qu'on arrive à construire des lancements, des levées de fonds. Ok, donc tu maîtrisais pas le marketing, tu maîtrisais pas le digital. Pardon, tu maîtrisais le marketing, tu maîtrisais pas le digital, alors que c'est une boîte. T'as un e-com. Tu ne maîtrisais pas la prod, et donc ce lancement. En 2019, en septembre 2019 c'était pas la folie. Hein. Ce premier lancement, par contre, première commande de gens que tu connais pas, moi, c'est un souvenir gravé à jamais dans ma mémoire. C'était génial. Et non, premier lancement timide, pas des chiffres, waouh, ça rentabilise pas la prod. À ce moment-là, on fait des essais en plus c'est l'essor de l'influence. Et on se chauffe et on travaille avec Nabila. Ouais. Nabila. Okay. Et on s'est dit, mais à l'époque, c'était vraiment... c'était trop bien. Et on se dit, OK, on va faire des posts avec elle. Et, elle facturait déjà une fortune. Hein. Ouais. Vous avez dépensé de l'argent. Oui, mais ça alors vous a coûté rien... combien d'ailleurs, cette première phase de vie avec Nabila ou Non, alors avec Nabila, je vais pas... Enfin, si tu peux me répondre sur Nabila, c'est cool, mais en tout. En tout, on a investi toutes les deux, en tout et pour tout, on avait investi 50 000. Ok. Pour la prod. En tout, pas chacune, en tout. Hein. Non, en tout. Ouais. Pour la prod, pour le site, on avait fait des pop-up aussi dans des centres commerciaux qui avaient bien marché. C'était pas mal et c'était rentable. On a fait des tests, genre Nabila. Et tu sais que Kabaya, pardon, je fais une parenthèse, mais Kabaya s'est lancé comme ça. Mais oui, Emilien me l'a raconté sur le panier. Alors, il l'a certainement raconté ailleurs aussi, mais ils font une commande de bonnets en Europe, en Pologne, je crois. Ils arrivent avec 10 000 bonnets dans des cartons. Ils font un pop-up à Vélizy 2 ou un grand centre commercial comme ça. Et ils écoulent tout en l'espace de quelques jours, rupture de stock. Et c'est là qu'ils se disent, bon, il y a un bise, quoi. Ouais. Mais eux, ils étaient juste à côté de nous à l'époque. On avait été dans un centre commercial à côté de Paris. Et ça avait super bien marché. Et donc Nabila, opération de com, opération d'influence on l'a payé, je crois, 3 000 € à l'époque. Donc c'était rien par rapport à aujourd'hui. Hein. Un flop. On rentabilise pas. Mais alors déjà, elle s'est trompée quand elle a fait la pub. Elle a dit Jade au lieu de Yad. Donc c'est sûr que ça partait déjà mal. Hein, mais bon. Mais c'est même pas de sa faute en fait. C'est juste que nous, on n'avait pas une proposition de valeur à l'époque qui était assez claire. Le site était pas fluide, l'UX était pas bonne, la chaîne était pas optimisée pour aller faire de la conversion. Et moi, je pensais que si tu avais une star à l'époque qui parlait de ton produit, ça allait être OK. Donc, j'ai plus refait d'influence depuis, mais on va s'y remettre. C'est quoi une proposition de valeur claire ? C'est déjà un produit où, alors en e-com ou autre, hein, où tu comprends la plus-value immédiatement. Donc, nous, par exemple, sur le pack, il y a écrit performant, confortable, sublimateur. C'est 3 mots, mais tu comprends. Ensuite, un site internet qui fonctionne, qui va vite, qui est optimisé, l'ajout au panier est clair, les plus-values du produit aussi.
Le tunnel de conversion est rapide, simple, efficace, rassurant. Rassurant, important. Vous l'aviez externalisé, la création du site ? C'était du WordPress, WordPress, okay. Exact. Et on ne maîtrisait pas du tout. Donc, si tu veux faire un changement, tu es obligé d'appeler un dev. Souvent, en plus, les relations avec les devs, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'on ne parle pas la même langue. Et voilà. Et ensuite, on a changé. On a été sur Shopify. Ouais, mais avant ça... donc ça marche, ça fait des ventes, mais c'est pas foufou. Ouais, c'est pas foufou. Et le Covid arrive. Vous remboursez, vous arrivez à dégager un peu de profit. C'est quoi l'histoire ? Non, on est flat. Flat en déclin, quoi. Flat en déclin. C'est très bien formulé. Flat en déclin. Je dirais ça à ma compagne. Je sais pas qu'elle me dirait, il y a plus d'argent sur le compte, chérie. On est flat en déclin, ma chérie. Ouais. Et le Covid arrive. Exact. Et donc, vous fermez, vous continuez, c'est quoi la réflexion ? La réflexion, c'est que si on veut se relancer au mois de septembre, parce qu'on est saisonnier toujours à ce moment-là, il va falloir bosser la nuit, réinjecter un peu d'argent, potentiellement, et il va falloir pivoter radicalement, sinon c'est la même galère. Et surtout que on n'a pas beaucoup de temps pour faire ses preuves quand on lance des collants au départ. C'est 4 mois, c'est octobre, novembre, décembre. Ouais, septembre, si février, tu veux, jusqu'à janvier, février, max. Donc... il faut arriver avec quelque chose de déjà bien construit. À ce moment-là, avec elle, on prend la décision de se séparer parce que il faut relancer, ça demande beaucoup d'énergie. À ce moment-là, elle en a pas envie, chose que j'ai comprise, et on se sépare. Ok. Bien, en bon terme. Okay. Très bien. Vous vous parlez encore ? Oui, on se parle. C'était mon témoin à mon mariage. C'était ton témoin, ta témoin. Donc tout va bien. Et donc à ce moment-là, je relance. Donc, je bosse. Donc, période du Covid, je me forme. Ouais, c'est ça. Il y a une partie qui est importante, et je vais en parler, mais c'est la résilience et la formation. Tu m'as expliqué que tu passes 3 mois, nuit et jour, à faire des formations. À faire des formations digitales. À créer des sites, faire des tests. Ouais, Shopify, Facebook Ads, tout en fait. Comment créer une pub qui marche avec des bons hooks, donc des bonnes accroches dès le départ. Les 3 premières secondes de ta vidéo, quoi. 2 premières. Oui, c'est tout de suite. Comment créer un site performant, comment avoir une proposition de valeur justement qui soit très claire et attirante. Et puis après, toute la partie logistique, on n'en a pas parlé, mais toute la partie log, c'est quand même un sujet... Où tu as voulu te former ? Bah oui, parce que... si tu veux, je savais que si ça fonctionnait, j'allais pas continuer à faire moi les colis... Dans mon salon, même si c'était sympa cette période. Et puis et l'aspect marge qu'on n'avait pas du tout à l'époque dans notre association. Donc l'aspect marge, c'est quoi les coûts qu'il faut respecter en fait à la fin pour tirer une marge intéressante pour pouvoir réinvestir et faire croître ton business de manière saine. Ouais, et il y a un ratio, c'est hyper important, on en parle beaucoup dans la série spéciale que j'anime avec Michael Weiss de Shapeart sur le retail. On avait fait un épisode, d'ailleurs avec Emilien Foiré de Cabaya, où on dissèque les multiples qu'il faut faire en fonction de tes différents réseaux de distribution. Et il y a cet épisode. Il est franchement très cool, c'est un MBA en 1h30. Okay. Bon, alors, ils sont tous très cool, mais celui-là, il y a... C'est un épisode sur le panier ? C'est sur le panier, avec Cabaya, retail, ça doit être... Je le retrouverai pendant que tu parles. Je vous le donnerai, chers auditrices, chers auditeurs. Bref, le chiffre magique qui est x5, x7. Et souvent que certains entrepreneurs en e-commerce ont tendance à pas maîtriser et que tu vas faire un x2, x3 parce que tu dis je vends en direct et que tu as fait ton calcul. En fait, le jour où tu veux sortir et élargir ta distribution en omnicanalité et passer par du retail ou du wholesale, t'es mort. Donc, il faut l'avoir en tête assez rapidement. Oui. T'as une histoire de marge et... au-delà de ça, c'est comment tu dissèques ta marge depuis ton chiffre d'affaires avec tes coûts de prod, ta logistique, tes coûts de communication, tes marges jusqu'à ta marge contributive en fait. Ça, c'était pas du tout quelque chose que j'avais en tête à l'époque, mais en réalité, c'est normal. Jeune diplômé, tu démarres, on peut pas t'en vouloir de pas connaître tous ces niveaux de marge du premier coup. Il faut avoir les mains dedans, il faut que ce soit un exercice pratique. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut même pas t'apprendre en fait. C'est à toi de
De l'apprendre avec les Et galères. donc, ça fait partie des sujets sur lesquels tu te formes. Donc, l'acquise, hein, on a dit, Shopify, évidemment, Oui. tu fais des sites, tu fais des tests. Même le design, hein, les logos. C'est vrai? Tu t'es vraiment formé à tout, quoi. À tout. Tu mets combien de temps à te former? Tous les mois de Covid. Covid fermé. Covid fermé, donc mars-juin, quoi. Ouais, voilà, en exactement. gros. Ok. 3 mois, 3 bons mois. Mais 3 bons mois de 7h du mat à minuit, quoi. Ok. Mais enfin, il y avait rien d'autre à faire. Donc, c'était soit ça, soit je cuisinais. Alors, je me suis dit, bon, quitte à autant apprendre des choses. Épisode 215, chères auditrices, chers auditeurs, chères spectatrices et spectateurs, bref, tout le monde. Épisode 215 avec Émilien Forêt de Cabaya où on dissèque les coûts des différents canaux de distribution. 3 mois, jours et nuits, au pluriel, jours et nuits, ouais, à te former. T'as laissé, donc tu t'es séparé avec Yael, ouais. Et t'as laissé Yad en sommeil. En sommeil, oui. Pardon, ok. Je me forme, je comprends. Et ensuite, je me dis, bon, bah maintenant, je crois que j'ai compris. Et je re-regarde Yad qui avait dormi pendant quelques mois. Et je comprends aussi pourquoi ça fonctionne pas. C'est intéressant. Alors, ton constat ou ton... Bah voilà, tout ce qui fait rapport d'étonnement, quoi. Bah, rapport d'étonnement, en re-regardant, je crois toujours au concept. Ça, c'est bien. Je crois toujours que la marque peut avoir un bon potentiel. Je crois toujours à ce pain point qu'il faut résoudre, selon moi. Donc, l'histoire des collants qui se filent à la première utilisation, c'est insupportable et ça insupporte toutes les femmes. Donc ça, j'y crois. Mais je trouve qu'on comprend pas le produit. On ne parle pas assez de technique. Le site est pas clair. Même l'image, je la trouve trop jeune, pas assez. Enfin, je me reconnais pas dedans. Et à ce moment-là, je rencontre une personne. Donc, on n'est plus dans le Covid. Et je rencontre une personne qui était en freelance et qui m'aide à reconstruire la marque rapidement. Hein, je sais pas, même pas un mois, on boucle l'histoire, on refait un site, on refait un logo, on refait une image avec des couleurs, bon, avec les moyens du bord, mais ça paraît déjà plus pro. Et freelance. Je retravaille, ouais. Ok. Et après, elle est restée en CDI chez moi. Elle est restée voilà, en CDI. Petite histoire, c'était ma première CDI. Donc c'est avec elle que tu travailles la nouvelle plateforme que tu m'as présentée tout à l'heure, ou qui a encore évolué depuis? Ah oui, non, qui a bien évolué, bien évolué depuis, mais voilà, et donc elle s'occupe de toute cette partie-là, et moi je m'occupe du produit, puisqu'à ce moment-là, j'ai une prise de conscience aussi sur le fait que j'étais pas assez formée sur la technique, et donc je me forme aussi au métier de, je sais pas si vous savez, collantiste, je sais pas si ça se dit, et donc je me forme sur tout ça, et je retourne voir les usines, on refait un proto. Et on lance une petite production. Je réinvestis. À ce moment-là, il reste 0 sur le compte de Yad, peut-être 200-300. En plus, on venait de la TVA. Enfin bon, il restait plus rien. Donc, je remets 5000 à ce moment-là. Ok. Pour relancer des prods, et voilà. Et payer ce que je devais payer. Mais vraiment, j'avais 0 coût. Hein, c'était tu vois, tu prends 0 abonnement, il y a rien, quoi. Et voilà, et on relance au mois de septembre. Attends, tu relances, du coup, sur Shopify cette fois? Ouais, sur Shopify. Tu le fais toi-même? Oui, avec la personne en freelance. Avec la personne en freelance, ouais, ok. Donc, t'as plus qu'à... En fait, ton seul coup, c'est l'achat média? Exact. Et la prod? Et la prod, bien sûr. Ah, ok. On lance une petite prod. On lance une prod de packaging avec la nouvelle image. C'est pas ce... Non, Et pardon, si vous écoutez le podcast et que vous ne le regardez pas, Déborah m'a apporté l'ancien et le nouveau packaging que je montrerai à l'écran. Donc, rendez-vous sur YouTube ou sur YouTube, sur mon compte, Laurent. Vous tapez Laurent Kratz Le Panier, vous devriez le trouver. Et donc, on lance une prod de pack, une prod de collant. On impacte tout dans notre entrepôt à taille humaine à l'époque. Et voilà. Et mais attends, donc, t'as une saisonnalité, tu me l'as dit tout à l'heure. Tes fournisseurs, tu leur as dit stand-by en début d'année ou fin d'année 2019? De toute façon, on avait fait des achats fermes. C'était pas des petits achats. Hein, c'était pas à l'époque. C'était pas des grosses factures. T'arrivais à être dans les temps? Ouais, on arrive à être dans les temps parce que petite prod et que de toutes les façons, les collants, en général, la prod, c'est toujours l'été. Entre juin et août, quoi. Mais là, on relance, je sais pas, moins de 2000 pièces. Vraiment mignon, quoi. Histoire de retester le concept. De toutes les façons, j'avais pas d'argent, je redémarrais, j'avais pas d'équipe. Donc c'était, on va relancer pour voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, eh bien, l'argent qu'on gagne, on l'utilisera pour redévelopper. Et voilà. Et si ça fonctionne pas, eh bien, on fera autre chose.
C'était un petit peu ma dernière chance. Et Je relance au mois de septembre. Ça fonctionne pas. Je ne comprends pas pourquoi. Et à ce moment-là, en fait, je prends du recul 2 minutes sur la situation. Il fait 28 degrés au mois de septembre, début septembre. Et donc là, je me dis, bon, ok, on va attendre un petit peu encore. Je relance en mi-septembre. Et là, waouh, trop bien. tu m'as même donné la date quand on préparait 22 l'entretien, septembre. 22 septembre, ouais. à tel point ça... Ça m'a marqué. Ça a été Ok. un moment... Tu crois que c'est que la météo? Qui a fait que... Ouais. Oui, parce qu'en fait, à ce moment-là, on avait beaucoup de visites sur le site quand on a lancé les pubs, mais pas de conversion. Et quand on a relancé... Et donc, je me demandais pourquoi, parce que moi, je trouvais que le site était fluide, donc je comprenais pas. Et donc, à la fin, j'en ai déduit que c'était que la météo qui faisait que. Et je pense que c'était... En effet, un facteur important. Donc, renaissance de Yad Paris, yad-paris.fr, le 22 septembre en vrai 2020, post-Covid. 2020. Il y a exactement 3 ans, presque jour pour jour, puisqu'on enregistre, on est le 8 septembre. Oui. Un super lancement avec une nouvelle plateforme, nouveau packaging, redessiné, nouveau collant. Nouveau collant et une meilleure maîtrise de la chaîne de production. Oui. Alors tu vas m'en parler dans une seconde, mais juste pour vous donner un teaser sur la suite, on est 3 ans plus tard, tu fais plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, enfin tu vas faire plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, une croissance qui est assez hallucinante. Entre-temps, t'as levé, tu vas m'en parler, et puis tu maîtrises mieux ta chaîne et on en parle maintenant. Tu produis où, comment? On produit en Italie. Ok. Pour les collants. Comment? Eh bien, alors... Déjà, enfin, comment on trouve les usines, comment on les approche. Alors, le sourcing. Parce que la première vie, on va dire, c'était via un intermédiaire. Voilà, via un intermédiaire, on n'a pas cherché plus que ça. On a trouvé quelqu'un, il parlait français, c'était génial, on y a été. Ensuite, en tout cas, aujourd'hui, comment ça fonctionne, on source nos usines, c'est mon équipe qui source les usines aujourd'hui, selon plusieurs critères. Critères de productivité, critères, bien sûr, sur les conditions de travail, est-ce qu'ils ont bien tous les labels, est-ce que ils utilisent pas des matières ou ingrédients chimiques toxiques. Enfin, comment est-ce que, même en termes d'éco-responsabilité, comment est-ce que ils sont positionnés? Est-ce qu'ils utilisent des énergies renouvelables? Est-ce qu'ils vont recycler les eaux? Toutes les questions que l'on peut se poser, on les pose à nos usines et on leur donne des notes selon tous ces critères-là. Et puis, bien sûr, sur le coût de production. Les minimums, parce que maintenant, tu te poses la question. Ouais. Pardon. Ça a été le cap. Le temps de prod, le temps de livraison, le franco, toutes les questions que... Tu te diriges naturellement tout de suite vers l'Italie? Oui. Pourquoi l'Italie? Parce que c'est c'est le pays les meilleurs en collant aujourd'hui. Ok. En fait, c'est ceux qui ont les meilleures machines, les meilleures techniques de production. C'est là où il y a une zone en Italie où il y a une concentration d'usines de collants. Et donc, tu as le choix. Donc, il n'y a pas ce rapport de... oui. Je suis le seul producteur, tu vas payer cher, fais pas chier, quoi. Exactement. Et puis surtout, ils sont trop sympas. Ils sont trop sympas. C'est dans quelle zone de l'Italie, pardon? À côté de Milan. Ok. Et voilà. Je ne savais pas. Ouais. Tu compares quand même avec d'autres zones, je sais pas, Maghreb, Europe du Sud, Europe du Nord. Pas pour les collants. Sud, pardon. Pas pour les collants. On était assez convaincus qu'on voulait produire là-bas. Ok. Et puis surtout, vraiment, on a avec toutes les usines, parce qu'on en a plusieurs maintenant qui font différents, parce que toutes les usines ne sont pas spécialisées dans tous les produits. Donc, t'as des usines qui font trop bien les chaussettes, t'en as d'autres qui font trop bien les collants opaques, t'en as d'autres, et après, à la fin, il faut harmoniser ta production. Parce que si t'as un produit où la taille L va bien, mais la taille L dans un autre produit va pas, tu vois, il faut harmoniser. Donc voilà. Et tu t'improvises dessinatrice de collants? Non, parce que au départ, on cherche pas à faire beaucoup de fantaisie. On cherche à faire vraiment un bon produit performant. Donc je me forme aussi sur c'est quoi une bonne fibre. Je travaille avec l'IFTH à l'époque. L'IFTH, l'Institut français du textile et H, je sais pas, mais textile quelque chose. Okay. Et bon, il y a beaucoup d'ingénieurs là-bas spécialisés dans le textile.
Et donc, on fait pas mal de calls et eux-mêmes me forment. C'est quoi une bonne fibre? Comment on fait? Pourquoi, en fait, la plupart des marques de collants aujourd'hui, ça marche pas? Et pourquoi est-ce que les collants se filent rapidement? Pourquoi, à l'époque, les collants, c'était trop bien et ça tenait trop bien et c'était très résistant? Quel est le phénomène qui s'est passé entre-temps? Donc, pour la petite histoire, c'est un phénomène qui a touché à peu près tout, hein, nos téléphones portables, nos frigos, voilà. À l'époque, les collants étaient faits à base de nylon, comme aujourd'hui, hein, mais c'était conçu justement pour être très solide. Et ensuite, il y a eu un phénomène qui fait que pourquoi est-ce qu'on va vendre des collants qui sont solides puisque les femmes ne vont pas en racheter? Et donc les producteurs... C'est pas une légende, ça. Non, c'est pas du tout une légende. Je sais que souvent ça choque un petit peu, mais c'est pas du tout une légende. Et les industriels se disent, en fait, on va ajouter des additifs dans les collants de manière à ce que ça puisse se filer plus rapidement et donc forcer le réachat. C'est vraiment, on force le réachat. C'est de l'obsolescence pas programmée, c'est vraiment programmé réfléchi. Plus. Ah oui. Mais en réalité, ça s'est passé dans beaucoup de domaines, dans beaucoup d'industries. Ouais. C'est ce que tu allais dire. Oui. Mais même ton iPhone, c'est bizarre quand même. Au bout d'un an, il commence déjà un petit peu à vaciller, tu vois. Pile au moment où on en sort un autre. Bon, je suis pas trop théorie du complot, mais je pense que oui, il y a des articles qui sont créés et conçus pour ne pas durer. Je pense que c'était le cas avant et que c'était clairement souhaité, voire démocratisé, et qu'on s'était habitué à tel point que aucune femme, lorsqu'elle achetait ses collants, elle le file, elle dit « Oh là là, ça me saoule, c'est saoulant de filer mon collant », mais personne ne se dit que c'est bizarre. Alors qu'en fait, ça l'est. Et les industriels, les manufactures que tu vas trouver en Italie savent, en ont conscience, c'est une demande de leurs clients, évidemment. Donc toi, tu leur dis, vous me faites les mêmes collants, vos propres collants, mais sans le... Mais tu sais, je vais te raconter une anecdote vraiment réelle. J'étais avec une personne de mon équipe pour preuve. On va en Italie pour chercher des usines, des nouvelles usines. Et on se retrouve face à le directeur à l'époque de l'entreprise en Italie. Et là, il me sort, mais il y a quelque chose que je comprends pas dans votre business. Vous avez tout faux. Je dis, ah bon, pourquoi? Mais pourquoi est-ce que vous faites l'inverse de ce que tout le monde fait? Vous me dites que vous voulez faire des collants résistants, mais si vous faites des collants résistants, personne va en racheter. Nous, nos clients, ils nous demandent justement est-ce que ça tienne pas? Et alors là, ça m'a encore... c'était un déclic parce que tu peux te dire que toutes les études... il y a eu beaucoup de reportages sur l'obsolescence programmée, etc. Mais tu peux toujours te dire, peut-être que c'est un peu tiré par les cheveux. Non, mais là, c'était avéré, face à face. C'est ouf parce que c'est dans son intérêt à lui aussi, lui, producteur. Plus les collants se filent, plus il a de commandes de ses... Oui, c'était tout le monde est d'accord. Il y a des producteurs qui t'ont dit non? Non, on refuse de faire des collants qui ne filent pas. On a eu des producteurs qui m'ont pas dit non, mais qui étaient en mode ça va pas marcher, et puis de toutes les façons, c'est pas notre truc, qui m'ont gentiment mis dehors, quoi. Pas accepté. Mais en fait, c'est trop dommage parce que si tu retournes le problème dans l'autre sens, la différence entre un mauvais collant et un bon collant, c'est plein de choses, mais c'est aussi les méthodes que tu vas actionner pour créer un produit de qualité. Et donc, même en termes de productivité, pour créer des bons collants, forcément, tu fais moins en termes de quantité de bons collants que de collants qui sont nuls. Donc, à la fin, tu utilises moins d'énergie, moins de main-d'œuvre, moins de matières premières, et tu vas vendre ce produit plus cher à la marque qui te l'achète, et in fine, bien sûr, tu vends plus cher au consommateur. C'est normal, on l'achète, nous, plus cher. La marge n'est pas plus élevée. C'est dans l'intérêt de tous. Et tu jettes moins. L'industrie du collant, c'est une industrie qui est extrêmement polluante, mais c'est... Oui, et puis dans une consommation qui baisse, aussi une tendance sociétale. Ouais. D'arrêter la surconsommation et d'essayer de consommer moins, ça a beaucoup de sens. Non, j'entends. Et chaque année, c'est le poids de la Tour Eiffel qui est jeté en collant. Je sais plus exactement, ça représente combien de tonnes. 28 000. Mais trop. 28 millions. J'en sais absolument rien, mais c'est beaucoup. Il y a beaucoup de tonnes de collants qui sont jetés. Sont jetés, et c'est pas recyclable en plus. Tu peux pas le recycler. Donc c'est 10 millions qui finissent. Tu peux l'upcycler.
en faire d'autres choses. Et d'ailleurs, il y a des marques qui se sont lancées, qui ont fait des tables, machin, mais tu peux pas le refaire, quoi. Italie, parce que c'est eux qui savent en faire. On peut en faire en France ? Oui, on peut en faire en France. Il me semble dans les Vosges, il y a une usine qui est assez performante. Les Vosges qui sont connus pour son industrie textile. Il y a les Vosges et le sud-ouest, si je dis pas de bêtises, Ouais. dans les Pyrénées. En tout cas, nous, à ce moment-là, on ne démarche pas les usines françaises, non pas parce que on n'a pas envie, on aurait beaucoup aimé faire du Made in France, mais parce que en termes de machines, en termes de technique, en termes de aussi de quantité produite, en Italie, c'est très évident, très facile. En France, c'est beaucoup plus compliqué. Après, la différence avec la France, c'est que tu as l'avantage de pouvoir aller sur le terrain aussi plus facilement, de pouvoir... même les discussions, c'est tout bête, mais elles se font en français, c'est plus simple, tu peux nouer des liens qui sont différents. Bon, mais... en tout cas, sur les collants, aujourd'hui, ça n'a pas été possible. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fera jamais, mais peut-être qu'on pourra créer une collection à plus petite échelle qui sera spécifiquement Made in France. Mais ça a un intérêt ? T'as un avis sur le sujet ? Ça a un intérêt, je pense que... business, je parle, ou image, ou enfin... non, mais au-delà de ça, je pense pourquoi que... tu le ferais ? Voilà, pourquoi tu le ferais ? Je pense que c'est toujours cool, ça fait plaisir de te dire que tu crées un produit dans le pays qui te fait vivre. C'est aussi une sorte de reconnaissance et de cercle vertueux où tu te dis que tu y arrives. Et donc, moi, à titre personnel, ça me ferait plaisir et j'aimerais pouvoir faire une ligne comme ça. Maintenant, si je parle business et uniquement business, je sais que aujourd'hui, en tout cas, je parle pas dans 30 ans ou voilà, mais aujourd'hui, construire un business rentable, efficace, de collants avec des machines françaises, ça demanderait une logistique trop importante, de devoir prévoir des quantités trop en amont, de devoir faire des achats de matières premières trop tôt. Ça serait trop complexe. Et donc, on a fait le choix, et c'est un choix qui est expliqué, accepté. C'est l'Europe, c'est pas loin. Voilà, c'est ça. On produit en Italie, et puis c'est surtout que nos usines, elles sont très bien, quoi. Je veux dire, elles produisent bien, les machines sont top, les conditions sont évidemment entièrement respectées. On va les voir, on s'assure que tous les labels y sont, donc label Cotex, Rich, etc. Tout est OK. Donc... il n'y avait pas de raison aujourd'hui à proprement parler pour ne pas choisir l'Italie. C'était vraiment évident. Et comme alors on n'en a pas encore parlé, je pense qu'on arrivera sur le fait qu'on ait ouvert nos gammes, mais aujourd'hui sur même nos gammes de lingerie. C'était vraiment c'était ma question suivante, parce que tu es parti du collant, mais maintenant tu as plusieurs gammes. Exact. Ouais. Le problème des collants, c'est que c'est saisonnier. Donc tu vends entre septembre et février, avec un boom au mois d'octobre-novembre, et ensuite, l'été, voilà. Donc, il fallait évidemment trouver d'autres produits, et en fait, ça s'est fait naturellement, puisque la mission de la marque a évolué aussi. Si au départ, la mission, c'était créer des collants qui soient résistants, 10 fois plus résistants, aujourd'hui, la mission, c'est de prendre tous les articles de lingerie que l'on porte au quotidien en tant que femme, et qui nous saoulent, qui nous rendent pas bien. Donc... les culottes dans lesquelles t'es pas confortable, les soutiens-gorge où tu te sens pas belle dedans, les collants dans lesquels, si on te voit, tu ressembles à un saucisson. Pourvu que j'ai pas d'accident aujourd'hui, que ça ne m'enlève pas ma jupe et moi mes chaussettes trouées et mon col. Exactement. Et et puis au-delà de ça, sur la mission de la marque, je pense que les marques de lingerie pendant longtemps, elles ont bâti leur modèle sur comment plaire à un homme. Si tu regardes au bad, le son, voilà. C'est on va m'apprendre à plaire, quoi. Ouais. Moi, je supporte pas, ça m'énerve. C'était peut-être cool à l'époque, mais aujourd'hui, j'ai pas envie qu'on m'apprenne, à plaire à quelqu'un. Et puis c'est surtout, j'ai envie de me plaire à moi-même. Et je pense que de toutes les façons, pour plaire à qui que ce soit, il faut déjà passer par cette acceptation et il faut s'aimer. Donc c'est un autre modèle, c'est une autre conception. Et je suis fière de contribuer à ça aujourd'hui. Et c'est surtout que ça se décline sur à peu près tous les touchpoints. C'est-à-dire que ça se décline aussi sur le sizing. Les marques de collants, elles s'arrêtent à la taille L, à la taille XL. Donc, si tu fais une taille double XL, triple XL, t'as pas de collant, quoi. Pourquoi ? Alors,
pas faire l'avocat du diable, mais c'est très difficile dans les collants de faire des grandes tailles parce que les machines sont calibrées. Souvent, elles sont calibrées sur la taille XL parce que quand tu fais des culottes, tu peux pas aller plus loin. Donc, nous, on a développé d'autres méthodes avec d'autres types de culottes qui nous permettent d'augmenter le sizing. Et donc, in fine, cette vision est que pour te sentir en confiance et réussir à faire des choses trop bien au quotidien, il faut que tu aies confiance en toi. Et donc, nous, on crée des articles de lingerie qui boostent ta confiance en toi via justement ce confort. Et c'est pour ça que les mots qu'on répète tout le temps, c'est performant, confortable, sublimateur. C'est 3 mots qui empower. Empower. Je demandais ce matin, alors je disais à ma compagne que je te recevais, enfin pas toi parce que je te connais pas, mais que je te recevais Yad qui fait des collants qui ne filent pas. Moi j'ai résumé à ça pour faire simple avec elle. Elle me dit trop bien. Ouais, c'est un... Je lui ai demandé si elle faisait toujours du 36 ou je sais plus. Elle m'a dit non, plus trop chérie, mais. Et tu nous donneras sa taille. Mais non mais pardon aussi elle fait un toujours colis. très fine. Non mais elle me dit exactement ça. Elle me dit j'aime être à l'aise. Tu vois, j'aime être bien et que ce soit pas c'est ça. un sujet. Et ce qui revenait souvent, alors pour revenir sur le concept, j'aimerais dire que nos collants ne se filent pas, mais ce serait faux. Ils sont conçus pour durer, contrairement aux marques qui créent des collants pour ne pas durer. Donc ils sont solides, ils sont robustes. On a vraiment sélectionné et on les teste. On leur fait des crash tests à nos collants. Franchement, les pauvres. On les essaie avec des sortes de chaussures. On fait venir les chiens au bureau pour voir si ça fonctionne. On fait vraiment plein de tests. Les chiens, ok, je comprends les griffes, mais les chaussures. En fait, les bottines, ça a tendance, avec la fermeture, à râper et c'est très moche. Et donc, du coup, à la fin, tu te retrouves avec une sorte de plein de rayures sur le collant. C'est pas joli, c'est pas esthétique. Et on a vraiment développé une technique de tricotage et une combinaison de fibres qui fait que à la fin, ça résiste également au frottement. Mais si demain, tu prends un ciseau et que tu mets le ciseau dedans, il va se filer. Donc, voilà, je le dis. Parce que parfois, on a des clientes qui aiment bien... Oui, ils sont pas non plus en Kevlar ou en je sais pas quoi. Non, mais ça existe, les collants en Kevlar. Ah ouais? Ouais, ça existe. Souple et confortable? Souple et confortable, ouais. Et ça coûte 300 €. Ça coûte très cher. Et en fait, le Kevlar, je sais pas si tu sais, mais... j'imagine, c'est une fibre qui est utilisée dans les gilets pare-balles. Ouais. Donc voilà. Ça résiste aux balles. Ça... peut tirer dessus en mini-jupe avec des collants. Exact. Ah mince, j'avais une question qui m'a échappé. Bon, tu relances 2020. 2020. Tu gères maintenant ta prod. T'as besoin de sous pour avancer. Tu fais une levée de fonds aussi. Exact. Ouais. Première levée de fonds. En gros, post-Covid, un bon moment pour lever quand même. Et je suis à la recherche de fonds pour pouvoir faire grossir ma boîte, recruter sereinement, produire sans stress, voilà. Tu fais pas de CA à l'époque? Quand même, quand t'as vendu ta petite collection, c'est ça? Un petit peu. Pardon, je veux pas être réducteur, mais t'as vendu ta première collection de relancement. Ouais, on avait fait pas grand-chose, mais je crois qu'on avait fait 200 ou 300 000 € de CA en 2 mois, tu vois, donc c'était pas trop dégueu. Non. Pour une marque qui se relance et qui part de zéro. Et justement, c'était une preuve pour moi, et rentable à ce moment-là. Donc pour moi, preuve de concept, ok, suffisante pour pouvoir aller lever des fonds. Franchement, avec du recul, je me dis que c'était un peu de la folie. Mais tant mieux que l'audace puisse payer aussi. Je pense que c'est important. Et donc, je cherche des business angels. On a parlé tout à l'heure de la puissance du réseau et surtout de demander de l'aide. Moi, à ce moment-là, je connais rien au monde de la levée de fonds. J'ai des potes entrepreneurs, mais ils sont tous dans la tech. Et je demande de l'aide. En mode, voilà, c'est quoi, comment on fait pour lever des fonds? Je rencontre des personnes qui me briefent, m'expliquent comment faire et qui me mettent en relation avec des business angels. Et donc là, j'amorce la levée de fonds. En 2 mois, on a réussi à lever. Première levée, on a levé 600 000 en equity, qu'on a doublé avec la dette. Et à quoi tu attribues cette levée assez rapide? 2 mois, c'est rapide. Hein. C'est rapide. 600 000, 2 mois, ouais. Je pense que j'ai... T'as le feu sacré, t'as les bons contacts. Non, je pense pas que ce soit... Je pense que déjà, j'ai été très convaincue par Yad.
même si on faisait pas encore des millions de chiffres d'affaires, je me projetais complètement comme pouvant réaliser ces millions de chiffres d'affaires. J'étais convaincue par le produit aussi. Donc déjà, dans ton argumentation, ça aide. Et ensuite, je suis tombée sur des investisseurs qui ont compris là où on souhaitait aller. Et en fait, après, c'est le premier qui est difficile à avoir. Une fois que tu en as un et qui est un peu connu ou tu vois, voilà. Ouais, il faut ton ambassadeur, il faut ton. Voilà, ton, c'est ça. Comment on appelle ça Il y a un. Bon, bref, ouais. Mais voilà, le premier. Un peu le lièvre. Ouais, exactement. Il faut le premier. Et une fois que tu as le premier, après, c'est facile. Je réduis parce que c'est pas facile, mais je veux dire, c'est plus simple d'aller convaincre d'autres personnes, d'aller te suivre dans le projet. Tu cherchais combien? Je cherchais 600. Et t'as eu tes 600 que tu as doublé en dette avec la BPI, avec des banques. BPI et des banques. Ok. Un mix. Et à ce moment-là, en fait, on a eu la chance vraiment incroyable, mais je pense que ça, c'est aussi lié au contexte post-Covid, de pouvoir avoir plus d'investissements que de place dans la cap table. Et attends, quoi? En gros, il y avait plus d'investisseurs qui se chauffaient à rentrer que de places. Donc, parce que la valo... T'as dû dire non à des gens, c'est ce que tu dis. Parce que je voulais pas changer la valo, parce qu'à ce moment-là, et ça, c'est aussi la chance d'être bien entouré, c'est de pas aller chercher une valo trop haute au départ, parce que sinon, après, bonne chance. Hyper important. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, là, ça va, on va pas être trop gourmand. C'était vraiment une époque folle. Hein. Les levées se faisaient, je dis pas facilement, mais plus facilement qu'aujourd'hui, du moins. Tu en parles comme si c'était au siècle dernier. Alors, ça peut te donner ce sentiment. C'est vrai que les années passent vite dans l'e-commerce. Non, mais tu as dit pas mal de choses importantes. Mais la première, là, dernièrement, ne pas être trop gourmand sur sa valorisation, parce que les investisseurs s'attendent à des multiples, et si on lève trop cher, les attentes seront trop importantes. Tu peux pas relever. Et si tu es valorisé 3 millions et qu'après tu fais pas 3 millions, même pas 3 millions de chiffre d'affaires, et que tu vas aller... je te parle dans le secteur, dans mon secteur. On a été valorisé, ça se dit, on était valorisé à 3 millions à l'époque. Donc tu as donné un cinquième, donc 20%, quoi. En gros, ok. De toute façon, c'est public, alors ouais. Pourquoi c'est public? C'est pas, parce que tu vas sur Papers, tu trouves tout aujourd'hui. Donc, bon, mais c'est pas... non, mais il n'y a pas de secret, très bien. Alors, ne pas valoriser trop, ça c'est important, être honnête. Alors, tu as quand même fait 10 fois ton CA, à peu près. Ouais. Tu avais fait 200 000 de ventes, c'est ça? Ouais. Oui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je suis pas un expert, mais je vais l'expliquer. On cherche 500 000, admettons, et tu as, je sais pas, 600, 700 000 euros que tu pourrais recevoir, parce qu'il y a plus de monde qui se motive pour investir. Il y a deux options, soit tu augmentes ta valo pour pas diminuer ta dilution, en gros, soit on se dilue plus et on accepte de prendre les 500, 600, 700, 800 000 au lieu des 500, de prendre plus, mais nous-mêmes on est dilué en tant que fondateur parce qu'on n'a pas augmenté la valorisation. Voilà. Soit on bloque, et on dit non, j'avais que besoin de 500, je prends mes 500. Donc c'est le choix que tu as fait. En fait, je me suis dit, j'ai pas envie de me diluer plus parce que je sais que je vais aller chercher des fonds à un moment donné, plus de fonds, et bon, c'est dommage, on démarre, voilà. Sur un seed, c'est un peu dommage. Oui. Quand on a 15 millions, si on arrive à 16 ou 17, c'était le cas avec Omi récemment, super épisode que je vous... Non, c'était pas Omi. Peu importe. 500 000 de plus ou de moins, ça change pas grand-chose. On peut augmenter ou se diminuer. Et de l'autre côté, avoir une valo beaucoup plus importante, faut aller les chercher après. Ouais, et je me suis dit, bon, on va rester raisonnable. Et puis, c'était déjà très bien. Et puis surtout suffisant. On l'a même pas brûlé en entier, ce cash, aujourd'hui. Parce que tu es rentable ou parce que qu'on est rentable, ouais. Tu es déjà rentable. Parce qu'on est rentable. Et on a beaucoup travaillé sur la rentabilité. Mais... Et parce que on fait attention et que de toutes les façons, pour moi, la trésor, c'est ce qui fait que tu vas perdurer dans le temps. Et que tu dors la nuit, accessoirement. Ouais. Comment tu as bossé ton pricing? Étude de marché. Avec, déjà pour le positionnement, nous, on savait qu'on allait aller sur un positionnement premium. Sur le marché, il y a des marques mass market qu'on connaît tous, et ensuite des marques super luxe. On s'est dit, bon, on va aller au milieu parce que notre cible est supposée être jeune. 25, 35, 25, 45. Voilà. Donc, première étape, voilà. Ça t'aide à créer des coûts target. Donc, pour la production. Donc, un coût target, un objectif de coût, quoi. Voilà. Ouais. Exactement.
Et voilà. Et ensuite, ça te donne aussi des possibilités différentes sur ta production. Il y a certains produits sur lesquels, pour la qualité, on accepte de rogner sur nos marges parce que la qualité doit primer et que à un moment donné, tu peux pas augmenter tes prix à l'infini. Même si on a une élasticité qui peut se faire et que on peut avoir un pricing power de plus en plus important, on est obligé de respecter des prix. On ne pourra pas vendre un collant à 40 €. Et puis, Ça on coûte en a combien, pas un envie. collant ? Chez nous, ça coûte entre 25 et 29. Ok. Et on a pris la décision de ne pas augmenter trop les prix, justement parce que on est dans cette démarche d'acquisition et on a envie de pouvoir rester, entre guillemets, accessible. Accessible, hein, bien Voilà. sûr. Alors après, tu as beaucoup de personnes qui vont Et- te dire, bon, 30 € pour un collant, c'est pas du tout accessible, et je l'entends parfaitement, mais c'est aussi le prix de la qualité. C'est pas ce que te disent les gens qui achètent des collants en Kevlar. J'arrive. Pardon. Et pardon, question néophyte très masculine. Ça coûte combien un collant dans la vie ? C'est quoi l'échelle de prix ? Ça va de un collant, on va dire, ok, hein, pas un collant vraiment trop nul. Ouais. Entre 8 et 15 €, 17 €. Ok. Et ensuite, plus tu vas dans la technique, plus ça coûte cher. Et à côté, tu as des marques super luxe, Chantal Thomas, Volford, c'est 40 € un collant. Ok. Donc Mais c'est des beaux produits, hein. Je dis, personne dit le contraire. Tu distribues sur ton site, yad-paris.fr, mais tu distribues aussi dans une centaine de concept stores. Ouais. Pourquoi ? Comment ? Parce que moi, je suis convaincue que c'est trop bien de réussir à vendre de la lingerie en ligne, mais initialement, les collants, tu les achètes en physique. Déjà parce que tu as besoin de le voir, tu as besoin de le toucher. Tu peux pas essayer un collant. Et t'as fait un emballage, un packaging dans lequel on peut toucher ou pas ? Mais par contre, on a créé des échantillons qu'on met devant pour pouvoir toucher et voir la teinte, regarder sur ta main, voilà. Comme toutes les marques de collants le font. Donc, première raison, c'est ça, c'est que tu as besoin de toucher le produit et de le tester. Pas de l'essayer. On peut pas essayer un collant. Mais par contre, la deuxième point qui est hyper important, c'est que les collants, tu les achètes, c'est un achat un peu d'impulsion. Tu l'achètes parce que le soir, tu as une soirée, tu l'achètes parce que t'en as plus ou parce que tu as filé l'ancien. Enfin, c'est très rare de te dire, tiens, j'ai besoin d'un collant. Donc, nous, on est hyper fiers aujourd'hui de vendre en ligne parce que les clientes sont capables d'anticiper leur achat et de se dire, ça a l'air trop bien, on est OK pour attendre entre 3 et 5 jours pour la livraison. Enfin, c'est hyper... c'est pas la réelle manière dont on achète des collants normalement. Ok, compris. Donc une centaine de concept stores que tu es allé chercher comment ? Ils sont répartis comment sur la France ? En France. Ok. On en a aussi un peu en Belgique, en Suisse, mais... Et comment tu es allé les chercher ? Alors aujourd'hui, j'ai une responsable distribution donc qui chasse. Ok. Et aujourd'hui qu'on démarche de plus en plus, on fait des salons, voilà. Et on y va, on leur vend le produit, on leur dit que c'est trop bien, on leur envoie un échantillon, elles testent. Avec la notoriété de la marque évidemment grandissante aide. Forcément, on a un super taux de repeat sur les boutiques. Enfin, elles font toutes, je sais pas, si elles achètent au mois de septembre, elles vont faire un réassort tous les mois, en moyenne, parce que ça fonctionne super bien et que, bon, nous, à côté, on envoie aussi pas mal en budget com, donc ça se répercute sur les ventes, in fine. Donc, on est dans ce réseau de concept store qu'on chasse, et à côté, on est dans les grands magasins, galeries, BHV, on est au printemps aussi. Ok, grâce à cette... personne qui est responsable du retail, en gros, et du wholesale. Alors, elle est vraiment en charge des concept stores. Moi, je garde la main sur les grands magasins aujourd'hui. Ok, c'est toi qui gardes la main. Et puis, quelle est la part aujourd'hui de CA sur ta distrib ? Pas grand-chose. Pour être honnête, en distrib, on doit être à 95% e-com, 5% retail, wholesale. Ok. Pas Et ça, tu as un objectif de rééquilibrer la balance, parce que vraiment, je crois fermement à ce modèle retail. Et je pense qu'il fallait démarrer quelque part et que on peut pas tout de suite être partout. Et que j'ai écouté aussi récemment un de tes épisodes sur Unbottled qui parlait ils ont testé la pharmacie et que finalement ils se sont retirés. Enfin, et en fait, j'ai totalement compris leur point de vue parce que c'est vrai que
tu peux pas être partout tout de suite. Quand tu as une équipe restreinte, on n'est pas 60 personnes chez Yad aujourd'hui. Et je me suis dit, on démarre par le digital, on va essayer d'être bon là-dedans. Et après, step by step. Et donc là, on va tester un pop-up. Un pop-up à Beaugrenelle. Exact. Pendant 4 mois, pendant tu ouvres en novembre. Ouais. Alors cet épisode sortira mi-octobre a priori, enfin début octobre. Génial. Donc dans quelques semaines, vous pourrez aller voir Yad à Beaugrenelle. Pourquoi? Comment? C'est un premier test, une première fois? Non, mais tu avais fait des pop-up dans la première vie. On a fait quelques pop-up. Exact. La première vie de Yad, on en avait fait un dans un centre commercial et franchement, ça avait cartonné. Et on avait acheté des meubles Ikea. Enfin, c'était un petit peu à l'arrache, mais c'était beau, c'était joli. Et c'était pendant la période de Noël et ça partait comme des petits pains, les collants. C'était trop bien. Donc là, tu testes à Beaugrenelle et à quand une boutique? Eh bien, voyons déjà ce premier test à Beaugrenelle. Okay. Et s'il est concluant, ce qu'on espère, je pense qu'on partira vers ce sujet. Ok. Et quid du wholesale? Eh bien, on continue. On essaie de doubler notre réseau, mais on sélectionne nos boutiques. Donc, on n'a pas envie d'être dans tous les concept stores de France. On a envie d'être dans des concept stores qui nous ressemblent aussi, qui vendent des marques qui ressemblent à Yad et puis qui vont bien mettre en avant le produit. Parce qu'on travaille tellement sur l'image qu'on n'a pas envie que ce soit... qu'il y ait un impact négatif si on est distribué partout. Donc, on sélectionne. Ok. Mais partout, ça peut être tout et n'importe quoi. Enfin, tu vois, il y a là-dedans tout et son contraire. Tu pourrais être présent dans, je sais pas, tous les Monoprix de France. Alors, appel à Monoprix, si vous m'entendez. Monoprix, oui, je pense qu'on aurait pu être à Monoprix, mais peut-être pas en permanent. Ok. En collab, comme l'a fait Isée, par exemple, c'était trop bien en termes d'image, en termes de cible, c'est génial. En permanent, je suis pas sûre. Tu vends des collants, tu vends de la lingerie, tu vends aussi des culottes menstruelles, je crois. C'est quoi la part de CA de tes différentes gammes? Tout dépend sur quelle période tu regardes. Si tu regardes pendant le Q4, les collants, ça va représenter 60 à 70% du chiffre d'affaires. Ouais. Si tu lisses sur l'année, c'est des parts qui sont assez équivalentes. Mais le shapewear, que l'on a sorti là au mois d'avril, c'est imposé comme un leader sur nos gammes en termes de chiffres, de volume, de repeat. Enfin, ça a été tout de suite ça a été incroyable, un bouleversement. C'est quoi le shapewear? Le shapewear, pardon. C'est tout ce qui est lingerie sculptante. C'est un nouveau phénomène puisque à l'époque, tu vois, peut-être que tu as cette image en tête quand on te parle de gaine, tu penses à Bridget Jones. Ça te parle, cet épisode de Bridget Jones qui a sa gaine comme ça, elle veut pas du tout qu'on la voit avec. Voilà, c'est le truc vraiment tabou et banni de la garde-robe, un petit peu de mamie, quoi. Eh bien, nous, on fait en sorte de créer ces produits-là, mais en mode qu'on puisse me voir nu avec, quoi. Ouais, en mode sexy. Okay. Et en fait, où t'as pas honte, même pour toi. T'as pas honte de porter ce genre de produit, où t'es à l'aise, parce que le principe de la gaine, c'est si tu fais, je sais pas, tu fais une taille 40, il faut que t'ailles prendre 3 tailles de plus pour rentrer dedans, parce que c'est hyper serré. Et puis, le principe même de la gaine, c'est d'aller te faire perdre des tours de taille. Nous, c'est pas notre truc. Nous, tu fais un 38, tu vas rester en 38, tu fais un 42, tu restes en taille 42. On n'a pas vocation de diminuer ton tour de taille. Et on n'a pas envie de le faire. Mais par contre, on va t'aider à sculpter, à lisser. Donc, sous un vêtement moulant, ça va shaper ton corps, le lisser, mais c'est tout. Harmoniser ta silhouette. C'est une petite aide, un petit coup de pouce. Mais on te transforme pas. Ok, c'est hyper intéressant. Je vois ça pour des brassières aussi. Ouais. La brassière galbante. Ok, intéressant. Pardon, je découvre. Hein, excuse-moi pour les questions. Q4, donc 4e trimestre, donc qui va commencer maintenant le collant 60-70% des ventes et sur le reste de l'année ça s'équilibre. Arrivée de la gamme Shapewear en avril 2023 ouais. Qui explose. Ouais, rupture en 4 jours. Là, on vient de remettre en stock des culottes sculptantes, rupture en 3 jours. Enfin, c'est assez colossal. Ce nouveau lancement, c'est trop bien. Mais on s'y attendait pas autant. Pourquoi t'as lancé ça? Parce que je voulais trop des produits comme ça pour moi, déjà, pour commencer. Et puis aussi parce qu'en parlant avec mon entourage, tout le monde me disait que c'était des produits que, en effet, on ne trouvait pas sur le marché. Et voilà. Et puis aussi, on va en parler. C'est un phénomène aux US qui cartonne, avec plusieurs marques. Et c'est waouh!
En termes de chiffres, c'est waouh. Bon, on va en parler, j'avais pas prévu d'en parler, mais on peut en parler, c'est un phénomène qui cartonne? Ouais, aux US. Alors, est-ce que tu connais peut-être ces marques-là? On a la marque Spanx qui a démarré il y a un petit moment déjà. C'était une marque, je sais pas combien de... Je pense que ça se joue en milliards. Ouais, mais Spanx, les premières images que... Ah mais non, mais c'est du Shein. Pardon, ok, je regarde. Spanx et ensuite Skims avec Kim K. Et Kim K, là, elle a lancé sa marque il y a pas longtemps et c'est déjà un phénomène. Bon, alors, certes, tu vas me dire, il y a Kim Kardashian derrière. Ça aide, hein. Ça aide, j'imagine. Mais bon, le concept est quand même super. Mais tout ça, c'est hyper américain hein, dans leur... Enfin, si tu regardes les produits et la vocation de chaque produit, c'est en mode américain plus. T'as du shapewear pour la maternity, mais ça veut dire que c'est... Ça, pas toi, Yad, pardon, mais oui. je suis sur Skims. Okay. C'est possible. Ah, je savais pas qu'ils avaient sorti une gamme maternité, mais c'est ce que je dis, c'est qu'il y a vraiment un écart. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'insistais vraiment sur le fait que nous, on souhaitait pas transformer les femmes, parce qu'aux US, c'est l'inverse. Enfin, sans leur jeter la pierre, hein, c'est le mode opérateur du pays, mais c'est des produits qui sont conçus pour te rendre beaucoup plus mince aux US et te faire la ligne de Kim K, la fameuse ligne sablier plus où t'es comme ça, tu respires pas, tu meurs, mais par contre t'as un corps de ouf. Nous, c'est plus européen, français, plus doux. Ah. Ok, cool. Déborah, je suis désolé, la discussion est passionnante. Ça fait 1h10 qu'on se parle, chers auditrices, chers auditeurs, spectatrices, spectateurs. J'aimerais parler de 2-3 choses encore. On en a pour un quart d'heure, 20 minutes max, je pense. Mais j'aimerais parler de packaging et comment est-ce que l'arrivée en retail ou ton futur peut-être en retail peut impacter ton packaging. J'aimerais parler de marketing, on en avait parlé. J'aimerais parler d'inclusivité, de positionnement et d'email, évidemment. Voilà, ça nous fait quelques petits sujets. Packaging, tu l'as revu récemment. Alors cette fois, je le montre, tu peux me les passer, je vais les montrer. Bien sûr. Alors je m'excuse, ils sont ouverts parce que... toi, tu peux les montrer d'ailleurs. Ouais, on a fait le contrôle qualité, on n'en a pas parlé en production, mais très important cette étape. Alors ici, on a l'ancien pack avec l'ancienne charte et l'ancien logo, mais bon, moi je trouvais ça joli. Et donc là, on a changé pour... aller vers un pack, un logo, une image un peu plus mature. Forcément, on grandit, donc on essaie de faire grandir la marque avec nous aussi. Et voilà, ça sera live début septembre. C'est déjà live sur le site, mais le pack sera live début septembre sur les envois. Donc en fait, maintenant, je dis n'importe quoi, on est déjà en septembre. Déjà en septembre. Je suis un peu perdue, moi. Raconte-moi un peu les contraintes ou le brief que tu t'es donné pour ces packs. Enfin, pour l'évolution du pack, disons. Bah ouais. Hyper intéressant. En gros, ici, si tu veux, on a un pack où on peut voir la structure du collant. Ici, c'était un collant sculptant. On peut le voir, on le comprend parfaitement. Voilà. Entre l'année dernière, donc ce pack, et cette année, on a évolué. On a d'autres formes de culottes dans les collants qui ont été créées. Donc, on ne pouvait pas montrer le haut du collant. On n'avait pas envie de se prendre la tête à faire un pack par collant. Pour l'instant, avec différentes photos, ce qui serait beaucoup plus simple si on était à 50% de vente en retail, on l'aurait fait. Mais comme aujourd'hui, c'est pas la part la plus importante, la cliente reçoit dans un colis chez elle, on n'était pas obligé de se prendre la tête à ce point-là. Mais par contre, on s'est dit qu'il fallait que ce soit générique. Donc voilà, on a fait une photo d'une jambe. Elle appartient à qui cette jambe ? C'est ma jambe, je suis très fière. Et voilà, une jambe générique, collant noir. On fait que des collants noirs aujourd'hui. Et ici, on a une étiquette avec le collant parfait, qui est le nom du collant pour lequel on s'est fait connaître aujourd'hui. Performant, confortable, sublimateur. Donc vraiment les 3 adjectifs qui peuvent décrire la marque. Et ensuite, le type de maintien. Donc, est-ce que c'est une culotte sculptante ? Est-ce que c'est un shorty ? Est-ce que c'est un sans couture ? Attends, mais pardon, question de néophyte encore, je suis désolé. T'as une culotte dans le collant ? Ouais. En gros, tu as... C'est toujours le cas ? Ou c'est votre... non. Non, d'accord. C'est pas toujours le cas. La plupart des marques, si t'achètes un collant à 5 €, t'attends pas... C'est pour ça que je disais saucisson. Ne t'attends pas à avoir une culotte. Tu auras un élastique et tu ressembleras à un saucisson. Et juste, pardon, là, tu mets une culotte en dessous ? Ou tu mets juste... Oui, tu mets une culotte en dessous, c'est mieux quand même. Mais pas de problème, en posant toutes les questions, c'est important. Mais là, voilà. Donc là, ici, tu as le bikini sculptant. Franchement, je les aime vraiment. Ils sont très doux, ils sont très beaux. Et donc, tu as une culotte intégrée, tu vois, en forme de culotte.
Et ça te permet d'avoir à la fois d'être bien dedans, d'être confort dedans, d'être invisible sous les vêtements et de t'affiner la taille. Il n'y a pas de devant derrière. Ok. Pardon, pour vous qui n'êtes pas allé sur YouTube, Déborah me voyait retourner pour le collant. Donc, il n'y a pas de devant derrière. Non, Ok. Tu me disais tout à l'heure, voilà, comme on est encore sur enfin 85%, 95% en ligne. Oui, il n'y avait pas de nécessité mais il fallait quand même que ce soit compréhensible sur le packaging. Donc, on a une étiquette par collant avec des couleurs différentes sur l'étiquette de manière à pouvoir comprendre. Il faut qu'il y ait toutes les informations que tu trouves sur ta page produit, mais sur une petite étiquette qui fait, 5 cm, 5 cm. Ouais. Donc, c'est pas grand-chose. Donc, il faut être très sharp dans les arguments. Ok. Tu l'as fait en interne la créa, l'ADA? Non, on est passé par un bureau en externe et je suis hyper contente. Ça s'appelle Bureau Joie. Bureau JOIE? Ouais, JOIE. Ils sont trop forts. Joie, il fait quoi? Et ils font non, pas que, vraiment tout ce qui est DA. Ils nous ont aidés sur la refonte de la charte. C'est eux qui nous ont fait notre nouveau logo. Ils nous ont aidés sur le choix des couleurs, sur même la perception. Et tu vois, un logo comme ça nous a pris peut-être, je pense, bien 3 mois, parce que tu pars d'une base, mais après tu redessines chaque lettre. Bien sûr, c'est la typo, c'est important. Ah bah tiens, c'est nos voisins bordelais. Ouais. Ok. Vous pouvez aussi, chers auditrices, chers auditeurs, appeler Cosa Vostra, on fait ce genre de choses. Et on le fait bien. Cool, compris. Bon, dernier point, acquisition, activation. Peut-être 2 premières questions. La première, c'est qui est ton persona? Qui achète du IA d'aujourd'hui? Et si tu peux embrayer sur l'inclusivité. Alors, je veux pas mettre les pieds dans le plat, mais il y a c'est pas des anorexiques qu'on voit sur ce site. Est-ce qu'il y a un choix? Oui, il y a un choix d'aller démocratiser à la fois qui porte le produit et à la fois la possibilité d'acheter en plus grande taille. C'est un choix. C'est pas facile à produire, je l'avoue. Mais on est hyper contente et on est content que ça puisse plaire aussi à nos consommatrices. Ok. Et le persona? Persona, c'est la femme entre 25 et 45 ans qui a envie d'acheter des bons produits de qualité. Elle habite pas forcément à Paris. Pour l'instant, elle habite en France ou Belgique, voilà. Et elle a envie d'être belle, de se sentir belle, plus que d'être belle. Ok, 25-45, c'est assez large. Tu commences à porter des collants beaucoup plus tôt, j'imagine. Oui, mais quand t'as 18 ans, je suis pas sûre que t'as envie de payer 25-30 euros dans un collant. 25 balles, ok. C'est un peu bon. Ok, compris. Je le disais en intro, vous avez grandi grâce à de l'acquise sur Meta principalement. Et un jour, tu as ralenti. Donc, raconte-moi l'avant et l'après. Eh bien, l'avant, c'est acquisition en masse. Et on se dit que Meta, c'est nécessaire. L'après, c'est la prise de conscience qu'on est dans un engrenage de dépendance extrême. Et l'action, c'est la réduction des coûts, mais pas sans rien autour, forcément. Le travail de la rétention. Et donc, tu voulais qu'on parle d'email, justement. On a beaucoup travaillé sur nos emails de manière à tout simplement déjà faire de l'acquisition plus intelligemment et aussi avoir une relation avec nos clientes qui est beaucoup plus long terme. On leur parle 2 à 3 fois par semaine. On a des flows de fidélité en fonction de combien tu as dépensé sur notre site. Voilà, avec Email Club. Avec Email Club, avec Thomas, qu'on a salué en intro. Ouais. Et donc, tu te fais coacher par des gens bien. On a parlé de Romain de Bergamote et qui te dit un jour, mais mon Dieu, qu'est-ce que tu dépenses, quoi? Ah ouais, il m'a tué. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et c'était vrai, mais après, on peut tout expliquer, c'est-à-dire que on le faisait pas pour le kiff, quoi. On le faisait parce qu'il fallait se faire connaître. Et finalement, ça a bien eu une répercussion en N+1. Donc, certes, alors on avait quand même une acquisition rentable, mais certes, c'était un peu indécent en termes de coûts, mais ça a porté ses fruits après. Tu peux me donner une idée des montants? Ouais, je dirais entre 30 et 40% du CA.
du CA hors taxe, bien sûr, dépensé chez Meta ou en achat média de manière générale? En achat média, mais principalement global, principalement chez Meta. Et bon, ça nous a permis de faire une acquisition de masse. Et puis après, le step d'après, c'était OK, bon, maintenant, c'était sympa. On va baisser les budgets, on va faire de la rétention et on va avoir une croissance saine, rentable et durable. Et voilà, et on l'a fait. Et au départ, j'étais un petit peu, j'ai un peu peur. Et quand on a baissé les coûts, ça s'est très bien passé. Et on a continué de croître. On fait x2, tu vois, même x plus que x2 cette année. Et c'est OK. Et ça nous permet cette marge supplémentaire nous permet d'aller recruter des nouveaux talents. Et c'est génial. Et de réinvestir. Ouais. Non, mais ce qui était assez intéressant, c'est que donc tu me faisais plusieurs remarques quand on préparait l'entretien. La première, c'est que une baisse du budget d'un côté s'accompagne d'actions, d'autres actions de promotion d'activation ailleurs, notamment par l'email. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième truc que tu me disais, c'est vrai que ça fait chier de construire une belle marque, une belle expérience, qui est de se dire que potentiellement elle n'arrive pas à vivre par elle-même, sans perfusion. Exactement. Sans perfusion, quoi. Ouais, il faut couper. Et ça fait du bien. Ok. Surtout si tu as jusqu'à 40% de ton CA hors taxe dépensé, oui, c'est des points de marge qui sont agréables. C'est même pas ça, mais après, vraiment, je pense qu'on n'est pas dans les mêmes conditions qu'il y a 5 ans. Facebook, ça devient beaucoup plus difficile. Et il faut compter sur autre chose. Et en fait, il n'y a pas que Facebook, il y a plein d'autres canaux à côté qu'on peut déployer. Et c'est le fait d'actionner tous ces leviers en même temps qui fait que à la fin, ça fonctionne. Mais il faut être dans une démarche de rentabilité. Parce qu'en fait aussi, pourquoi on dépensait autant à l'époque? Parce que à l'époque, ne pas être rentable, c'était OK. C'était pas grave. C'était, oui, c'est normal, t'es en croissance, t'es pas rentable. Dans quel monde vit-on, quoi? Ouais. Et à un moment donné, il y a eu un switch, et qui est en fait hyper logique. Tu te dis, t'es une entreprise, il faut que tu sois rentable. Et puis surtout quand tu fais pas de la tech. Donc voilà, il a fallu travailler sur ces actions-là pour être une entreprise aussi attractive pour une potentielle prochaine levée. Ok, compris. C'est pas mal de faire de l'argent, enfin de faire de la renta. Je t'ai pas posé la question de savoir si tu distribuais sur des marketplaces, enfin en tout cas ailleurs. Non, pas encore. J'ai vu que tu distribuais pas sur Amazon. Il y a pas mal de... Non. Ça n'arrivera pas. Ah ouais? Ouais, non. C'est fermé définitif. Ouais. Pourquoi? Après, ça se trouve, tu retrouveras une vidéo de moi dans 5 ans où je dirais Amazon se trouve... Non, mais... A sauvé ma vie. Mais non, en tout cas, par rapport à nous, nos valeurs, le positionnement de la marque, le message qu'on véhicule, ça aurait pas du tout de sens. Et voilà, on essaie de construire une marque long terme. On a des produits qui coûtent quand même cher. On a envie de pouvoir maîtriser notre distribution et même aussi la livraison. Ça fait pas trop de sens pour nous Amazon aujourd'hui, en termes de positionnement aussi. Ok, je rentre pas dans le débat, mais j'entends tes arguments. Mais je sais qu'il y a des pros Amazon qui sont en mode, mais tu passes à côté de quelque chose. Amazon, c'est génial, mais pour nous, ça serait pas du tout. Non, mais sur une partie de ta promesse, ou en tout cas ton cas d'usage, qui est j'ai filé mon collant, il m'en faut un. Ouais, mais rapidement. On est aussi, alors je vais rentrer vraiment dans un autre débat, mais nous, on est sur aussi une promesse d'éco-responsabilité. On essaie de faire attention à tout, les packaging qu'on crée, le pack qu'on utilise, la logistique qu'on utilise. Ça aurait pas de sens. Amazon, c'est pas le symbole de l'éco-responsabilité, donc ça n'aurait pas de sens de lier les deux aujourd'hui. J'entends. Pour tes valeurs, je te challenge sur ta marque et tu tapes Yad dans Amazon, t'as 10 marques qui font de l'acquisition sur ton nom, quoi. Ouais. Enfin, 10 marques des vendeurs. J'espère qu'ils se font plaisir. Ouais, mais je pense qu'on peut pas être partout. Faut faire. Je dis souvent une phrase très cliché et bête, mais choisir, c'est renoncer. Et c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et donc, voilà. Aujourd'hui, on a choisi. On a été démarché par eux plusieurs fois. Et c'est un choix de pas y aller. Et puis, moi, je suis contente que mes clientes, elles puissent trouver nos collants sur notre site et pas sur 10 000 sites. Parce qu'à la fin, je trouve que ça dégrade ton image. Même en termes de prix, c'est dur à tenir. Enfin, on peut pas être partout. Et puis, vraiment, alors, il y a tout l'aspect valeur. Et puis, t'as l'aspect même log, business. Ça va pas. Ok, compris. Qu'est-ce que tu fais de différent dans l'email? Que l'on faisait avant.
Ouais. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce que dans l'email, ce qui fonctionne, c'est les flows, les flows welcome. Donc tout ce qui est en gros une cliente qui arrive sur ton site, qui va mettre son mail et ça va être les premiers mots en fait, ta première manière de t'adresser à elle. C'est important. Ça se construit. Il faut qu'elle comprenne la marque. Donc ça, c'est le flow qui génère, à la fois qui génère le plus d'engagement et le plus de chiffre d'affaires. Et après, ce qui fonctionne bien aussi, c'est le cadencement par les newsletters. Donc le teasing, le fait de parler d'un produit bien à l'avance, voilà, de rappeler les produits au bon moment, les rappels de stock aussi, ça cartonne. Et après, on fait pas exprès d'être en rupture. Donc voilà, mais il y a des moments où c'est comme ça. Alors, épisode génial enregistré récemment, il sera sorti à ce moment-là, avec Boku, ouais. BOKU, qui fait des toilettes japonaises à installer soi-même rapidement en 3 minutes et pas cher, qui est en rupture permanente parce qu'il fait une croissance hallucinante et qui a un flow de gestion de sa rupture de stock pour ses prises de commande. Hyper intéressant, je vous invite à l'écouter. Déborah, c'était passionnant. On a fait un immense tour des sujets que je voulais aborder. C'était un épisode que j'ai beaucoup aimé. J'espère qu'il vous a plu, qu'il t'a plu déjà. Ouais, merci beaucoup. Et qui vous a plu, chers auditrices, chers auditeurs. Vous retrouvez Déborah Elbaz, ELBAZ, sur LinkedIn si vous voulez poursuivre la conversation. Et puis surtout, rendez-vous sur YAD-Paris, YADE-Paris.fr pour aller voir de quoi on a parlé depuis 1h30 maintenant et surtout tester ces incroyables collants. Oui. Merci. Qu'est-ce que je te souhaite pour 2023, fin 23 et 24? Si on se revoit dans un an, qu'est-ce que tu m'annonces? Eh bien, je t'annonce qu'on a levé des fonds et qu'on a ouvert notre première boutique, peut-être. Cool. Bon, c'est tout ce que je te souhaite. Et qu'on a trouvé notre Head of Digital. On recrute. Ah bah voilà, Head of Digital. Ouais. Quel profil, quelle expérience? Expérience en marque et en agence. Profil études, je m'en fiche un petit peu, mais entre 3 et 5 ans d'expérience. Ok. Et très malin. Malin, homme-femme? Peu importe. Ok. Eh ben écoute, le message est passé. Head of Digital chez YAD, vous êtes les. N'hésitez pas à contacter Déborah sur LinkedIn pour avancer et en parler. Merci à toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous toutes et tous, et je vous souhaite une excellente journée, week-end, soirée, bref, le meilleur. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.